Juliette, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste de l'écologie et co-signataire d'une tribune dans Le Monde ce 30 août qui s'intitule «Face à la sécheresse, changeons de modèle agricole». Avant de rentrer dans le cœur de cette tribune, j'ai envie de vous poser une question un peu générale, mais bon, elle est importante. C'est quand on parle du cycle de l'eau, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, il y a le cycle de l'eau, le grand cycle de l'eau et le petit cycle de l'eau. Le grand cycle de l'eau, c'est le cycle naturel de l'eau. L'eau de l'océan, des rivières, s'évapore avec le soleil, devient la pluie. C'est ce qu'on apprend à l'école, en fait, avec le cycle de l'eau. Donc ça, c'est le grand cycle de l'eau. Et d'ailleurs, même avec le changement climatique, on va avoir la même quantité d'eau. Il va y avoir des endroits, il va y avoir plus d'eau et des endroits, il y aura moins d'eau, notamment liée aux précipitations. Et puis, il y a le petit cycle de l'eau, on en parlera peut-être après, qui est la façon dont on va gérer l'eau. Alors, par exemple, en France, on a plus d'1 million de kilomètres de tuyaux sous nos pieds pour gérer les eaux usées, l'eau potable. Et ça, on appelle ça le petit cycle de l'eau. J'imagine qu'il y a des connexions entre ce grand cycle et ce petit cycle. Le petit cycle de l'eau, il est en fait créé par l'homme. Bien sûr, il y a des connexions parce qu'une fois que l'eau est partie dans les stations d'épuration, elle repart dans la mer, les océans, etc. Mais le petit cycle de l'eau peut être imaginé différemment selon les endroits. Par exemple, comme je disais, en France, on a des usines d'eau potable, des stations d'épuration. On a mis beaucoup de tuyaux pour pouvoir avoir cette gestion-là. Et c'est aussi cette gestion-là qui a permis aux villes de grossir autant, parce qu'on n'aurait jamais pu avoir ces villes avec cette taille-là sans avoir tous ces tuyaux sous nos pieds, parce que l'eau était vecteur de maladies auparavant. Elle peut toujours l'être d'ailleurs, elle l'est dans de nombreux pays. Donc, je sors tout de suite des questions que j'avais prévues, mais tant pis. Dans la tribune que vous co-signez, on va parler plutôt du grand cycle de l'eau ou du petit cycle de l'eau. Dans la tribune dont on a parlé, on parle surtout de l'agriculture, qui est un des... Alors, c'est vrai que cette tribune a réussi, parce que moi, j'ai enquêté pendant plus d'1 an sur la thématique de l'eau et j'ai interrogé de nombreux chercheurs, des agriculteurs. Et je savais, quand j'ai commencé cette enquête, que l'eau, que l'agriculture allait occuper une place importante, mais je n'aurais pas pensé à ce point-là. Et d'ailleurs, je l'ai co-signé avec des chercheurs et un agriculteur qui est devenu aujourd'hui député européen, que j'ai interrogé pour cette enquête. J'avais interrogé un peu plus de 60 personnes. Et je me doutais que l'agriculture allait être centrale, mais je ne pensais pas à ce point-là. Donc, on va en discuter, que ce soit pour l'agriculture, pour la consommation ou pour la pollution de l'eau. L'agriculture est le principal consommateur d'eau dans le monde et en France, et il est aussi le principal, il pollue énormément l'eau en fait. Et ce que je me suis rendu compte au fil de cette enquête, et c'est pas du tout radical de dire ça, c'est en fait très factuel, je vais vous donner quelques chiffres aussi par la suite, mais c'est que si on ne change pas profondément notre modèle agricole, nous n'arriverons pas à préserver la ressource en eau. Et souvent, aujourd'hui, on met à juste titre le changement climatique en avant, mais le changement climatique, notamment sur l'eau, est souvent révélateur de mauvaise gestion de l'eau. Bon, je pense qu'on va peut-être revenir après sur les différents points, mais c'est vrai que l'agriculture est vraiment centrale. Et d'ailleurs, après, même si dans les solutions, les gens que j'ai interrogés diffèrent, sur le fait que l'agriculture est centrale dans la problématique de l'eau, c'est assez partagé par la plupart des personnes que j'ai interrogées de la société civile, et ce n'est pas des personnes tous du même bord, entre guillemets. Alors, vous avez précédé, en bonne journaliste que vous êtes, vous avez précédé mes questions. euh, Vous avez commencé un peu à l'évoquer, mais est-ce que de manière un peu chiffrée avec les grandes masses, peut-être vous pouvez nous dire quelle est la situation et qui consomme l'eau en France et peut-être plus largement dans le monde, si ça vaut le coup qu'on dézoome? Alors déjà, il faut faire une vraie distinction, et ça, c'est pas toujours fait, notamment cet été, on a beaucoup parlé d'eau, mais des fois, il y a cette distinction qui n'est pas faite pour le grand public, et si on ne fait pas cette distinction entre prélèvement et consommation, c'est pour ça qu'il y a des chiffres aussi différents. En fait, par exemple, quand on utilise le robinet et qu'on se lave les mains, l'eau, après, l'eau est prélevée, mais elle n'est pas consommée. Elle repart dans le système. Certes, ça va consommer de l'énergie parce qu'elle va passer dans une station d'épuration, mais l'eau n'est pas consommée. Alors que dans beaucoup de cas, si on boit l'eau, là, elle est consommée. Ou une plante va boire l'eau, donc l'eau est consommée. Donc, il y a une différence entre prélever et consommer. Et les chiffres, par exemple, en France,
le nucléaire, on ne va pas partir sur le débat nucléaire, ce n'est pas pour défendre le nucléaire, mais le nucléaire prélève énormément d'eau, mais en rejette une grande partie, contrairement à l'agriculture. Donc, en France, le plus grand consommateur d'eau, c'est l'agriculture. Il consomme 48% de l'eau et 79% l'été. Alors, c'est des ordres de grandeur, c'est des estimations. Ce chiffre, il date un peu, mais je n'ai pas retrouvé des chiffres plus récents sur la consommation d'eau. Donc, ça reste quand même des évaluations et des ordres de grandeur, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de forage illicite, c'est-à-dire de forage individuel en France et dans le monde, et on ne sait pas exactement des fois jusqu'à combien on est prélevé dans les nappes, par exemple, pour certains cas. Bon, en tout cas, le chiffre qui est souvent donné, c'est la moitié de la consommation de l'eau annuelle est consommée par l'agriculture et l'été, c'est plus autour de 79-80%. Et dans le monde, donc c'est pareil, c'est une évaluation, mais c'est entre 85 et 90% de l'eau est consommée par l'agriculture. Donc ça montre que c'est le principal consommateur d'eau. Du coup, on comprend un peu mieux le titre de cette tribune qui peut paraître un peu rude comme ça. On a l'impression qu'on pointe du doigt le modèle agricole. Et peut-être que c'est l'occasion de nous dire pourquoi est-ce que le modèle agricole, c'est lui qui prélève le plus et pourquoi. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout irriguer. Hein. C'est pas forcément... toute irrigation n'est pas à bannir. 16% des terres agricoles sont irriguées et elles produisent 44% de la production. De la production. Si je dis pas je me souviens du chiffre, oui, c'est bien celui-ci. Donc oui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas du tout irriguer. Il faut un petit peu irriguer. Le problème, c'est qu'on a mis en place un système après la Seconde Guerre mondiale, un système agricole qui consomme beaucoup d'eau et qui n'est pas viable sur le long terme. Il faut savoir que la consommation de l'eau dans le monde au cours du XXe siècle a augmenté 1,7 fois plus vite que la population. Donc on voit que ce n'est pas un système qui est viable, mais ce n'est pas les agriculteurs qui sont mis en cause, mais un système agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, notamment qui est basé beaucoup sur des élevages intensifs. Et ce n'est pas les élevages intensifs qui consomment beaucoup d'eau, mais c'est les céréales qui vont être produites pour nourrir ces élevages industriels, notamment le maïs, qui est très gourmand en eau, et notamment l'été, au moment où on manque de l'eau. Et donc, en fait, on a mis en place des systèmes agricoles qui ne sont pas viables sur le long terme. Et comme je le répète, ce n'est pas de mettre en cause les agriculteurs, mais un système agricole qui a été mis en place après la Seconde Guerre mondiale, qui d'ailleurs privilégie souvent... ce n'est pas la majorité des agriculteurs qui font ça, mais il y a une partie des agriculteurs qui font ça et qui bénéficient souvent le plus des aides de la politique agricole commune. Donc, c'est tout un système qu'il faut réformer si on veut justement préserver la ressource en eau. Et là, on parle que, et dans la tribune, on parle que de la consommation. Donc, on a même été en dessous de la réalité, parce que j'en profite pour ajouter ce point-là. La quasi-totalité des cours d'eau et des nappes phréatiques en France sont pollués par les pesticides et les nitrates. Il y a le problème des algues vertes, il y a le problème des captages d'eau qui sont fermés régulièrement à cause de l'agriculture, parce que les captages d'eau sont trop pollués, notamment par les pesticides. On connaît très mal l'impact, en plus de ce cocktail chimique de micropolluants. On retrouve des pesticides jusque dans la graisse des baleines. Donc même dans la tribune, vu qu'on a forcément, on s'est concentré sur la consommation, on peut aller beaucoup plus loin de l'impact de l'agriculture actuelle telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en grande majorité sur l'eau. C'est très clair. Pour bien comprendre, avant de basculer vers l'aspect peut-être un peu plus solution que vous proposez, à grands traits encore une fois, le modèle agricole actuel mondial, vous l'avez dit, c'est beaucoup de céréales. Est-ce que vous pouvez être un petit peu plus précise dans qu'est-ce qu'on produit et à quel usage? 70% des terres agricoles dans le monde sont consacrées à l'élevage et aux cultures de céréales pour l'élevage. Donc, en fait, c'est énorme et ce n'est pas du tout pour nourrir l'ensemble de la population, c'est pour nourrir les pays riches, en fait, nos pays, les pays occidentaux où il y a un tiers de gaspillage. Ça, on le précise bien dans la tribune. Moi, j'avais fait un ouvrage aussi là-dessus et j'avais enquêté qui s'appelle Pour en finir avec la faim dans le monde. Chez les scientifiques, ça ne fait pas débat. Ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète. Ça, c'est pas. Mais c'est vrai que les lobbies sur ce point-là sont très forts pour n'arrêter pas de répéter que si on change de modèle agricole, on ne pourra pas nourrir la planète. Alors après, on en parlera peut-être tout à l'heure.
est-ce que l'agriculture biologique ou l'agroécologie peut nourrir la planète? C'est une autre question. Mais en tout cas, ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète aujourd'hui. La grande majorité de la production est faite par de l'agriculture familiale, qui au contraire ont beaucoup d'obstacles. Et c'est pour ça qu'il y a encore des personnes qui meurent aujourd'hui d'un manque de nourriture. Donc l'agriculture industrielle, elle nourrit les pays riches. Et donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Et c'est pas du tout de toute façon, la plupart des personnes qui souffrent de la faim aujourd'hui sont des paysans, ou des gens qui vivent dans les campagnes, qui n'ont pas du tout d'argent pour acheter des pesticides, des engrais chimiques, etc. Donc le modèle agricole industriel n'est pas du tout celui. Voilà, ça c'est un point qui est important, je pense, à préciser parce que qui revient régulièrement. Et pour revenir à votre question, oui, par exemple, en France, c'est le maïs qui, notamment, on en a beaucoup parlé cet été, qui consomme beaucoup d'eau, et c'est souvent ce maïs qui est donné aux élevages industriels. Et souvent, aujourd'hui, au lieu de se dire, on va en parler après, on va complètement changer le modèle agricole, on va essayer de contenir le système en complexifiant toujours davantage et en plus en dépensant de l'argent public pour essayer, alors certes, pour essayer de trouver des solutions qui vont être moins consommatrices en eau et moins polluantes, mais en fait qui ne vont pas régler les problèmes. Et je vais vous donner deux exemples concrets. Il y a par exemple l'exemple des bassines dans les Deux-Sèvres, où aujourd'hui on construit des bassines où on prélève de l'eau l'hiver des rivières ou des nappes phréatiques pour remplir, on remplit ces bassines, hein, c'est des méga bassines, et elles vont permettre de cultiver du maïs l'été, qui vont être ensuite donnés à des élevages industriels. Ces bassines sont financées à 70% par de l'argent public. Alors certes, ces bassines vont être moins impactantes pour l'environnement qu'un barrage, mais en fait, c'est pour toujours nourrir des élevages industriels. Donc la question est, est-ce que ça a vraiment un intérêt? D'autant plus qu'on ne sait pas quand on prélève l'eau l'hiver, ce que ça peut avoir comme impact sur les zones humides, pardon. Donc on ne sait pas jusqu'à combien on peut prélever d'eau. Donc, ça pose vraiment problème. Il y a un autre exemple sur l'eau qui est aussi très révélateur, c'est par exemple sur les algues vertes. Là, c'est plus sur la pollution. Mais par exemple, en Bretagne, on a mis des stations d'épuration dans les élevages de porcs pour éviter que les agriculteurs déversent directement le lisier dans les rivières. Donc, certes, il y a eu des choses qui ont été mises en place, mais il y a plus de 13 millions de porcs qui sont élevés chaque année en Bretagne, plus de 3 fois la population bretonne. Donc, on se retrouve toujours avec autant de problèmes, avec des algues vertes qui prolifèrent, etc. Donc, on essaie de trouver des solutions, on essaie de contenir le système sans changer les fondements et au final, c'est des fausses bonnes solutions qui en plus coûtent plus cher. Formidable transition vers la partie un petit peu solution, mais je l'avais noté, donc je vais le dire pour appuyer vos propos. C'est dans votre tribune, hein, 80% de la production agricole mondiale qui nous nourrit est réalisée par l'agriculture familiale, en grande majorité des petites exploitations agricoles qui n'occupent que 12% des terres, selon un rapport de 2015 de la FAO. Oui, c'est ça. En C'est quand fait, même très la production familiale, ce n'est pas que des petites exploitations, mais c'est en grande majorité des exploitations. Et ces petites exploitations occupent seulement 12% des terres. Donc oui, ça montre très bien que ce n'est pas l'agriculture industrielle qui nourrit la planète et que la grande majorité, que 70%, comme je disais tout à l'heure, des terres agricoles sont des terres pour l'élevage et notamment les céréales. Donc nous, ça va être le maïs. Dans les pays, on exporte aussi beaucoup de soja, notamment de soja OGM pour nourrir les élevages industriels. En France, 90% du bétail en France peut avoir été nourri avec du soja OGM qui est en grande majorité produit en Amérique du Sud, voilà, où on va déforester pour, voilà, vous voyez ce que je veux dire, tout le lien qui est mis en place sur cette problématique. Donc, de toute façon, même pour aller plus loin que la problématique de l'eau, moi, dans énormément de mes enquêtes, je me rends compte du rôle central de l'agriculture et de l'alimentation. Donc, ce n'est pas de mettre en cause l'agriculture et les agriculteurs, c'est ce qu'on dit à la fin de la tribune, c'est au contraire revaloriser ce métier, le remettre au centre de nos sociétés pour réussir une transition écologique viable. Et au contraire, l'agriculture et l'aliment, c'est pas accuser les agriculteurs pour les accuser et les reléguer, au contraire. Et d'ailleurs, j'ai interrogé énormément d'agriculteurs dans cette enquête, dont certains, pas tous bien sûr, mais certains partagent ce point de vue. Après, c'est pas facile de remettre en cause
tout ce qui a été fait depuis 50 ans, c'est pas simple aussi. Il y a il y a des freins, bien sûr, financiers, mais il y a aussi des freins idéologiques et psychologiques parce que c'est pas facile de remettre en cause toute une façon de pratiquer. J'étais voir pas mal d'agriculteurs et on voit des fois dans les familles, quand quelqu'un reprend, passe au bio, tous les conflits qu'il peut avoir générationnels, c'est très touchant même d'ailleurs de voir ça parce que nous, on en parle quand on n'est pas concerné directement, que ce n'est pas sa vie qui est remis en cause, c'est autre chose. Donc, bien sûr qu'en plus, comme aujourd'hui, toutes ces conversions, toutes ces transitions ne sont pas aidées et soutenues, forcément, on se retrouve avec seulement 10% des terres qui sont cultivées en bio en France. Et on va reparler, je crois, après de la suite. Je ne vais pas Vous prenez beaucoup, les questions. vous prenez beaucoup d'avance, mais c'est pas grave, c'est bien, on n'oubliera pas comme ça. Voilà. Tout de suite, la question qui vient, c'est, je me réfère au titre, changeons de modèle agricole, dans le titre de la tribune. Qu'est-ce que vous proposez comme autre modèle agricole? Oui, on se peut dire que la chance que nous avons, c'est que depuis 40 ans, 50 ans, il y a des gens un peu partout, des paysans un peu partout, d'agronomes un peu partout dans le monde qui cultivent différemment et qui ont mis en place des techniques agricoles qui permettent de préserver la ressource en eau, que ce soit dans la pollution ou la consommation, parce que bien sûr, c'est les techniques agricoles qui n'utilisent pas de pesticides ni d'engrais chimiques et qui consomment beaucoup moins d'eau. Donc là, quand je nomme ça, si je parle d'agriculture biologique ou d'agroécologie, quand je parle d'agroécologie, c'est même d'aller, je ne parle pas de l'agroécologie qui va moins loin que le cahier des charges de l'agriculture biologique, mais plus une agroécologie qui va aller plus loin du cahier des charges de l'agriculture biologique, c'est-à-dire on cultive sans pesticides ni engrais chimiques, mais aussi, en fait, c'est toute une façon de cultiver et de voir la ferme qui est très différente, c'est-à-dire on va essayer de mettre des cultures ensemble qui vont s'aider à grandir, on va faire un peu de maraîchage, un peu de céréales, un peu d'élevage pour avoir du bon fumier et faire du bon compost. Voilà, c'est vraiment une façon de revoir, c'est de la polyculture, on va cultiver entre les arbres aussi pour se servir des racines, et puis selon les pays, ça ne va pas être la même chose partout, bien sûr. Par exemple, dans les pays du Sud, on va utiliser des diguettes. Voilà, c'est des techniques de terrasse pour l'eau. Il y a le zaï. Enfin, il y a plein de techniques différentes qui vont différer selon les pays, qui peuvent parfois s'inspirer de techniques traditionnelles, mais la grosse différence avec l'agriculture industrielle, c'est quand même qu'on n'utilise pas de pesticides ni d'engrais chimiques, qu'on va être dans la polyculture et pas la monoculture, et qu'on va être on va cultiver en harmonie avec ce qui nous entoure et pas en opposition. Donc c'est vrai que c'est une façon d'interagir avec le vivant totalement différente. Et on a de la chance, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent partout dans le monde depuis longtemps et ça fonctionne. Il faut du temps, il faut en moyenne 2 à 3 ans pour convertir. C'est ça en fait, c'est d'être les deux freins. Là, d'autres après qui sont des freins d'aide aujourd'hui, où par exemple la politique agricole commune n'aide pas assez cette façon de pratiquer l'agroécologie et l'agriculture. Mais surtout, c'est qu'il y a deux gros freins, c'est qu'il faut 2 à 3 ans et il faut être formé. On va revenir sur les freins après parce que c'est très intéressant, même si vous en avez parlé, notamment économique et psychologique. On pense que c'est ceux-là qui sont les pires, nous. Mais est-ce qu'avec une agriculture biologique, agroécologique, on peut nourrir la planète? Oui, alors il y a plusieurs études qui montrent qu'on peut tout à fait nourrir la planète. Alors au niveau mondial, il faudrait réduire, c'est une étude de Gilles Billen du CNRS qui montre qu'au niveau mondial, il faudrait réduire notre consommation de viande de l'ordre d'un tiers, de 30%. Et au niveau de la France, il faudrait réduire et d'Europe, il faudrait réduire notre consommation de viande de moitié et surtout consommer local pour que chaque déchet serve de ressource, pour que, par exemple, les éleveurs qui produisent, les éleveurs en Bretagne, le fumier il sert aux maraîchers qui va être aujourd'hui dans le sud de la France, vous voyez, pour que ce soit reconnecté en fait. Et il faut qu'on fasse de la polyculture. Ça ne veut pas dire, alors après, pour des raisons éthiques, on peut ne pas vouloir manger de viande, mais là, ça ne veut pas dire de pas du tout manger de viande, mais ça veut dire de manger beaucoup moins de viande, et ça va être une viande des animaux totalement différents qui vont être élevés dans
dans des fermes de polyculture, qui vont manger de l'herbe, qui vont pas, vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment complètement différent la façon de faire. Donc oui, on peut nourrir la planète tout à fait avec l'agroécologie ou l'agriculture biologique. Ça demande par contre de changer tout à fait ce qu'on cultive et donc comment nous allons nous nourrir. Et pour moi aussi, il y a un point qui est souvent oublié et qui me semble essentiel, et justement là, on remet en valeur le paysan, c'est qu'il ne faut pas s'en changer seulement notre façon de cultiver, mais aussi où on va acheter la nourriture, parce que si demain on achète tous bio dans cette nourriture-là, mais que on achète tous dans les grandes surfaces, les paysans ont fait énormément d'efforts pour changer le modèle agricole, mais ils ne pourront pas vivre de leur production parce que les prix seront de nouveau tassés et ils ne pourront pas vivre de leur production. Donc c'est aussi changer les endroits où on achète la nourriture. Alors là, on va me rétorquer, oui, mais alors les consommateurs, ça veut dire que ça va être plus cher pour les consommateurs. C'est vrai que c'est toute une façon de... Alors, c'est pas forcément plus cher, mais ça veut dire de manger moins de nourriture transformée. On sait aussi que le budget alimentation en pourcentage est très bas aujourd'hui par rapport à ce qu'il a pu être dans le passé. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi des études qui montrent que si on augmente un petit peu le budget alimentation, on baissera d'autant plus le budget santé. Alors, c'est bien sûr d'un point de vue individuel, on est moins concerné, enfin on peut l'être, mais surtout au niveau global, donc c'est des changements sociétaux à faire importants pour que le paysan puisse vivre de sa production et que le consommateur ne soit pas non plus cassé par des prix trop élevés. Donc c'est toute une façon de revoir et aussi de remettre l'agriculture et l'alimentation au cœur de nos sociétés. Il y a donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a un levier sur lequel les gens, nous, vous, ont la main, c'est végétaliser un peu plus son alimentation, manger beaucoup moins de viande. Il y a un autre levier sur lequel on a un peu moins la main, sinon une fois tous les 5 ans, c'est changer de modèle agricole. Changer de modèle agricole, ça se joue beaucoup au niveau européen. Ça veut dire en fait qu'il faut réformer la PAC peut-être. Oui, ça veut dire qu'il faut réformer la PAC. Aujourd'hui, c'est surtout les grosses exploitations qui ont le plus d'aides. Donc, il faudrait, alors ça, c'est par exemple Benoît Biteau, qui est paysan et qui est député européen chez les Verts, qui donne ce point-là et que je trouve intéressant. Il dit qu'il faudrait plutôt répartir les aides selon la main-d'œuvre, en fait, et parce que l'agriculture biologique, les agriculteurs qui cultivent en agriculture biologique ont besoin de plus de main-d'œuvre, donc ça changerait les aides de la PAC. Donc, oui, bien sûr, il faut. Et il faut changer. Les agriculteurs ne peuvent pas supporter eux-mêmes tous les changements. Donc, bien sûr qu'il faut les encourager, notamment il faut ces 2-3 ans. Il y a ces 2-3 ans qui sont importantes, qui ne sont pas toujours simples pour passer à l'agriculture biologique. Et dans les pays du Sud, c'est la même chose. Il faut aussi plus de formation pour que les agriculteurs aient le temps d'être formés à ces techniques agricoles pour pouvoir après, et là on est dans des sujets encore plus cruciaux et vitaux parce que c'est pour se nourrir et dans des pays où on a des difficultés pour se nourrir. Donc là, c'est d'autant plus essentiel. Et souvent, j'ai interrogé un agriculteur au Mali qui me disait que lui, il consommait 2 fois moins d'eau dans le Sahel en passant avec les techniques agricoles, que ça marchait vraiment, vraiment très bien. Et en lui demandant pourquoi votre pays ne met pas plus en valeur ces techniques-là. Et souvent, comme il faut du temps, ils vont plus faire confiance dans des investisseurs étrangers plutôt que dans leurs propres paysans et habitants. Et donc, c'est pour ça il faudrait aussi plus d'aide pour cette transition, en fait. Et aujourd'hui, on sait très bien que des agriculteurs africains vont subir une concurrence qui n'est pas juste parce qu'il y a les produits européens, notamment, et américains qui sont subventionnés, qui vont dans les pays africains et qui sont, comme ils sont subventionnés, les prix peuvent être moins élevés et ça ne va pas aider les agriculteurs sur le terrain qui ne pourront pas vivre de leur production. L'Afrique, dans les années 70, exportait plus de nourriture qu'elle en importait et aujourd'hui, c'est l'inverse à cause de tous les accords de libre-échange qui ont été mis en place. Donc ça se joue, ce que j'entends, c'est que ça se joue au niveau européen, mais pas que, ça se joue même à un niveau Ça mondial. se joue. Moi, je pense que des fois, on a tendance à opposer même tout. Moi, je pense que tous les niveaux sont essentiels, le niveau international, le niveau européen, le niveau français et aussi le niveau collectif associatif et puis son propre niveau, savoir où est-ce qu'on achète sa nourriture, à quel prix.
mais aussi quelle nourriture on achète, c'est aussi essentiel aujourd'hui. Toutes les échelles sont essentielles et il n'y en a pas une plus que l'autre, en fait. Pour moi, c'est bien sûr qu'on ne peut pas, à l'échelle individuelle, tout changer, mais pour être cohérent, en fait, il faut toutes les échelles. Nous, on vous parle depuis La Rochelle, où la collectivité est assez engagée et elle déploie un plan alimentaire territorial en ce moment, avec 11 objectifs très ambitieux, dont revaloriser le salaire des agriculteurs, transitionner vers de la production agroécologique, etc. Mais je voudrais revenir sur les agriculteurs qui sont au cœur du modèle agricole. Pour certains, c'est un problème purement économique et leur assurer des meilleurs revenus suffirait à les faire transitionner, mais pour d'autres, on l'a un peu évoqué, c'est dans les esprits, c'est de l'idéologie, c'est ancré en eux, c'est presque un héritage familial, on a toujours fait comme ça, alors qu'en plus, c'est pas vrai, on n'a pas toujours fait comme ça. Comment est-ce qu'on fait pour les convaincre, ces gens-là, qu'une autre agriculture est possible, et comment est-ce qu'on les fait adhérer? Moi, je pense qu'il faut revaloriser ce métier, en fait. Je pense que si on revalorise, j'entends très bien, hein, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai beaucoup été dans des exploitations agricoles. Donc, en plus, notamment, comme je disais tout à l'heure, j'ai été plusieurs fois chez des agriculteurs qui, eux, étaient passés en bio, par exemple, et donc il y avait des conflits familiaux, c'était pas toujours simple, etc. Donc, bien sûr, il y a ça. Je pense qu'il faut surtout revaloriser ce métier. Si on revalorise en disant, voilà, au contraire, je pense que tout le monde passera le cap, en fait. Aujourd'hui, on est encore dans des schémas où on accuse des fois les agriculteurs. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un modèle qui a été mis en place qu'il faut accuser. Et puis, les agriculteurs, c'est quand même de plus en plus de terres agricoles qui disparaissent, de moins en moins de personnes qui s'installent en agriculture. Enfin, ça dépend des endroits, mais quand même de façon globale. Donc, en fait, c'est plutôt un métier qui doit être revalorisé dans sa globalité, en fait. Si on le revalorise en même temps, qu'on le remet plus au cœur de la société, ça changera beaucoup de choses. Après, il y a des enjeux, il faut surtout qu'ils gagnent en autonomie. Aujourd'hui, il y a des enjeux financiers très importants avec les engrais chimiques, les semences dont on n'a pas parlé, etc. Mais tous ces sujets-là sont quand même essentiels et c'est aussi pour ça que il y a aussi beaucoup de fausses informations parfois qui circulent. Hein. Le fait que l'agriculture industrielle nourrit la planète, c'est quand même. On parle beaucoup de fake news, mais ça fait des années que j'entends ça. Moi, j'ai traité aussi beaucoup le salon de l'agriculture pour les journaux télévisés avant, etc. Déjà, on entendait ça bien avant que le mot fake news existe. Donc, ça, c'est quelque chose qui est souvent remis en place. Après, moi, je pense que oui, aujourd'hui, les choses, des fois, se cristallise. Là, moi, j'ai fait un débat cet été sur une radio face à la FNSEA et les Républicains qui donnaient les mêmes arguments, en plus, les deux. Et c'est vrai que c'est tout le temps la même chose qui est donnée, alors que les chiffres concrets sont là. En fait, il n'y a pas. Voilà, moi, je ne suis pas née en pensant ça. C'est le terrain, en faisant mes enquêtes, que je me suis rendu compte de l'importance de ce sujet. D'ailleurs, moi, j'ai grandi en région parisienne et j'étais très éloignée des sujets agricoles. Et c'est vraiment le terrain, en tant que journaliste, en allant sur le terrain, où je me suis rendu compte du rôle central de ce secteur et de l'importance de changer de modèle agricole. Voilà, c'est mes enquêtes et les études scientifiques, en discutant avec les chercheurs, en parlant avec les agriculteurs. Oui, c'est vrai qu'il y a des freins psychologiques aujourd'hui, mais je pense que si on aide financièrement, mais qu'on met aussi, on revalorise ce métier-là, et le revaloriser, ça veut dire justement que tout ne repose pas sur l'agriculteur, c'est-à-dire le revaloriser complètement, de savoir qu'il va pouvoir vivre de sa production, qu'on va respecter aussi, qu'on réforme toute la chaîne alimentaire. Et c'est vrai que moi, des fois, je vais dans des lycées agricoles où je fais des débats sur ces sujets-là. Alors, des fois, ils voient la journaliste parisienne arriver comme ça qui va parler. Donc, je vois un peu se tendre. Alors, je leur dis justement pour que le débat commence, qui arrive. Après, on arrive bien à discuter. Et c'est vrai que eux, parfois aussi, ils voient d'un mauvais œil, et je peux le comprendre, ce côté un peu, oui, on va cultiver dans les villes, sur les balcons, de l'agriculture urbaine. On sait que ça peut sensibiliser, mais c'est pas ça qui va nourrir la planète. Et ça veut dire remettre aussi le, des modes de vie plus ruraux, on va dire, de les mettre plus en valeur aussi, ces modes de vie-là. Donc, c'est toute une société qui est à réformer et à changer. Après, c'est des choses qui se feront
de façon progressive. Mais c'est vrai que cet été, on ne peut pas dire que les débats restent les mêmes alors que la situation s'aggrave considérablement. Et pour l'instant, moi, les débats auxquels, en tout cas, j'ai participé et que j'ai entendus, je trouve qu'on reste sur les mêmes affrontements, alors que pour moi, on a dépassé ça, vu dans ça s'aggrave quand même considérablement. Et ça, c'est un point que je retrouve aussi dans toutes mes enquêtes, c'est qu'on parle beaucoup d'écologie, enfin, on parle beaucoup de changement climatique, on parle un peu d'écologie, on a parlé quand même beaucoup d'eau cet été, mais par contre, tous les indicateurs environnementaux continuent de se dégrader. Et donc, il y a un gros décalage entre les paroles et les actes. Et je ne vous relancerai pas là-dessus parce qu'il y aurait encore beaucoup à dire. Par contre, je reviens sur le titre de la tribune. La première partie, dont on n'a pas parlé, c'est face à la sécheresse. C'est-à-dire que vous prenez un changement de modèle agricole parce qu'en fait, tout simplement, si on continue sur cette voie-là, on n'y arrivera pas parce que la crise écologique, qui n'est pas seulement le changement climatique, va faire que la production agricole va être de moins en moins rentable et le modèle va arriver à bout de souffle, non? Oui, puis on risque d'avoir de plus en plus de conflits entre les usagers de l'eau, en fait. À un moment, s'il n'y a plus d'eau, on va pas pouvoir on va pas pouvoir continuer de cette façon-là, en fait. Et on a commencé à en voir cet été, de ces conflits-là arriver de plus en plus. Alors, je vais donner un exemple concret que je trouve intéressant, et ça montre aussi la façon dont on pose parfois le changement climatique. Bien sûr, je ne remets pas du tout en cause le changement climatique, mais parfois, on pose le changement climatique d'une façon ça va servir en fait des intérêts privés. Je vous m'explique. Par exemple, on va dire justement, à cause du changement climatique, il faut faire des bassines. À cause du changement climatique, parce qu'il n'y a plus assez d'eau. À cause du changement climatique, il faut dessaler de l'eau de mer parce il va manquer d'eau dans certains endroits. Alors que souvent, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le changement climatique va plutôt être révélateur d'une mauvaise gestion de l'eau. Et par exemple, en 2018, on avait craint au Cap, en Afrique du Sud, un manque d'eau. Voilà, on avait le jour zéro, il allait manquer d'eau. Et donc, les grands titres étaient, à cause du changement climatique, au Cap, on va manquer d'eau. Quand on regarde les chiffres de plus près, alors il y avait certes les touristes qui consommaient de l'eau pour les piscines, etc., bien sûr, mais tout autour du Cap, on a une agriculture industrielle exportatrice et c'était elle qui consommait le plus d'eau. Et ça n'avait pas du tout été remis en cause. Et donc, et le fait que les prélèvements d'eau ont augmenté 1,7 fois plus rapidement que la population au cours du XXe siècle, c'est aussi révélateur. Donc oui, ce n'est pas viable de continuer notre agriculture telle qu'elle est, et d'autant plus avec le changement climatique et avec ces endroits où on va avoir moins d'eau et les endroits aussi où il va y avoir des inondations, etc. Donc ça va pas non plus être simple à gérer. Donc oui, de toute façon, ça ne sera pas viable sur le temps. Par exemple, il y a une étude qui montre que d'ici 2050, les débits des rivières vont être réduits de 10 à 40%, ce qui est considérable. Donc oui, il faut bien sûr qu'on change notre modèle agricole. Et puis, je vais aller même plus loin. C'est-à-dire que si on change notre modèle, en fait, c'est au moment, à chaque fois où l'agriculture industrielle est instaurée dans les pays, que, en fait, notre modèle de surconsommation est mis en place. Parce que c'est à ce moment-là que les paysans vont dans les villes, vont aller dans les usines, enfin, notamment, ça dépend des endroits, mais voilà, il y a tout ce système c'est au moment où l'agriculture industrielle est mise en place que que la croissance du produit intérieur brut est mise en place. C'est à ce moment-là que c'est mis en place. Donc, si on change de modèle agricole, par exemple en France, ça fait 30% d'emplois supplémentaires dans le modèle agricole. Donc, en fait, on va changer aussi notre modèle économique. Donc, ça va même aller plus loin que préserver la ressource en eau. Ça va préserver la ressource en eau, mais normalement, on doit aussi passer dans un autre système économique si on fait tous les changements que cela implique derrière. Donc, au contraire, ça n'aura que des effets bénéfiques parce que si on change le modèle agricole et alimentaire, normalement, on pourrait aussi changer notre modèle économique et donc arrêter de toujours consommer plus d'émissions de gaz à effet de serre et donc avoir un impact plus global. Parce que le but, c'est pas seulement de s'adapter au changement climatique, c'est d'arrêter de continuer à émettre autant d'émissions de CO2, de consommer autant de métaux, de polluer les sols, l'eau, etc. Donc, c'est un système plus global qu'il faut revoir. Avant la dernière question, est-ce qu'il y a un point sur lequel on ne serait pas arrêté et que vous voudrez évoquer, ou est-ce que vous avez un message à faire passer?
Je suis en train de... En tout cas, peut-être je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de justement revaloriser les agriculteurs et de les remettre au centre de nos sociétés, peu importe les pays aussi que ce soit. Et que bien sûr, dans nos pays, c'est essentiel, mais que dans les pays du Sud, c'est encore plus essentiel de changer de modèle agricole, qu'il y a encore énormément de personnes qui souffrent de la faim dans le monde dans ces pays-là, et qu'on sait que, par exemple, dans les pays du Sahel, les pratiques agroécologiques marchent particulièrement bien. Ça permet de multiplier de 5 à 10 fois la capacité des rétentions d'eau des sols. Donc, voilà, ça marche très bien dans les pays justement où on manque d'eau. Et en France, tiens, par exemple, cet exemple est intéressant, c'est que Benoît Biteau, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, le paysan député européen, lui, sur son exploitation, sa ferme, son père faisait du maïs irrigué. Lui, il est passé à une ferme de polyculture avec de l'agroforesterie et il économise la quantité d'eau d'une ville de 7000 habitants par an. Donc, c'est considérable. Donc, ça fonctionne et dans les pays du Sud où c'est encore plus essentiel et dans nos pays à nous aussi. Il y a un monsieur dans le sud, j'ai vu sur Combini au brut, qui fait pousser ses tomates sans eau, quasiment. Et en plus, il dit que c'est meilleur puisque l'eau enlève du goût finalement aux légumes. Oui, après, ça va être l'agriculture pluviale, qui est quand même l'agriculture qui est la plus utilisée dans le monde, et avec des techniques d'irrigation. Et quand on irrigue, c'est pas toujours, on peut irriguer de façon différente avec des techniques un peu plus ancestrales qui remettaient des fois l'eau plus dans les terres. Ce qui explique d'ailleurs, c'est Thierry Ruff au début de la tribune. Ça me fait penser, mais là je vous relance, mais la privatisation de l'eau en plus est en train de s'organiser dans certains endroits Oui. du monde. En Alors oui, ça Californie. c'est un sujet intéressant, mais il faut faire d'ailleurs attention sur ce sujet-là parce qu'on mélange deux points, la privatisation de l'eau et la privatisation de la gestion de l'eau. Donc il y a une privatisation de l'eau, mais qui reste encore minime, mais qui existe quand même parce qu'on a même financiarisation de l'eau qui existe aux États-Unis et en Australie, où on va, donc ça c'est il y a quelques années, mais c'est quand même plus récent, et là c'est pour ça qu'il y a privatisation de l'eau. Et là, on va aller aussi financiariser parce qu'on va parier sur le prix futur de l'eau aux États-Unis et en Australie. On sait que ça ne gère pas du tout la rareté. En Australie, ça a même plutôt tendance au fait que les fermes ou les exploitations agricoles ont plutôt eu tendance à grandir pour faire face à cette financiarisation de l'eau. Après, il y a la privatisation de la gestion de l'eau, et ça, c'est quand c'est géré par des multinationales et c'est des entreprises financiarisées. Mais c'est deux points différents qu'on a tendance à mélanger dans le débat public, mais qui ont un lien, mais ce n'est pas exactement la même chose. Juliette, encore une fois, avant de vous poser la dernière question, est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver votre travail d'enquête? Oui, bien sûr. Alors, Carnet d'alerte, c'est une collection de livres et il y a un livre sur l'eau qui s'appelle L'eau que nous sommes, un élément vital en péril. Cette collection de livres, c'est des ouvrages que j'ai coécrits avec Pierre Rabhi. Et nous avons aussi un média qui s'appelle carnetdalerte.fr où on trouve des articles. On a un podcast Carnet d'alerte où on traite notamment de la problématique de l'eau et des autres. Et ce podcast, on retrouve sur toutes les plateformes et puis sur le site carnetdalerte.fr. Bon, super, on va aller voir ça. La dernière question, terrible, des Pandarous. On travaille beaucoup grâce à l'Institut des futurs souhaitables à Horizon 2040 et sur les nouveaux récits, parce qu'on pense que les changements de paradigme vont d'abord s'opérer dans les têtes. C'est un peu commun que de le dire. Comment vous rêvez, vous, un 2040 idéal? C'est quoi votre 2040 idéal? D'un point de vue de l'eau ou d'un point de vue plus général ou personnel? Ce serait, comme vous l'avez compris au cours de cet entretien, une société où l'agriculture et l'alimentation seraient beaucoup plus au cœur, où on aurait des villes beaucoup moins importantes, ça va ensemble, pour gérer une autonomie alimentaire et énergétique, donc où on est beaucoup plus ancré sur les territoires, même avec beaucoup plus de démocratie directe à l'échelle de territoire. Et un point qu'on n'a pas abordé, mais qui est aussi pour moi en lien, c'est ma dernière enquête, avec beaucoup moins de technologie. Parce que pour moi, là, on va vraiment dans une fuite en avant technologique. Et donc ça, c'est aussi un point essentiel. Donc ça serait vraiment une société complètement différente de celle d'aujourd'hui, en fait.
hein, où on aurait des échanges beaucoup plus ancrés sur les territoires, où l'agriculture et l'alimentation seraient au cœur, où on aurait réduit considérablement la taille des villes, où on aurait dépassé le mode capitaliste, en plus aujourd'hui totalement hyper financiarisé, qui est à l'origine en grande partie des fortes inégalités. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, la façon dont est posée les problématiques écologiques, notamment là, la sobriété ou des thématiques comme ça, il me semble que ça peut être même un peu dangereux pour la suite parce qu'on va, au mieux de changer les fondements de notre système et changer ce qu'on dit pour arriver à un 2040 complètement différent, on est en train de poser les problèmes écologiques, ça va devenir que des contraintes pour les personnes, alors que c'est pas ça qu'il faut que ça devienne, au contraire, c'est totalement une autre façon de vivre, c'est pas juste consommer moins de CO2, ça n'a absolument aucun sens, se dire que du coup on va avoir moins de revenus alors que les bénéfices du 440 sont au deuxième trimestre sont un record absolu. Alors ça peut paraître caricatural, mais c'est la réalité qui l'est caricatural. Donc c'est pour ça qu'il me semble que la façon dont sont posés les problèmes environnementaux et écologiques aujourd'hui ne sont pas les bons. Il faut changer les fondements de notre société. Donc une société idéale en 2040 serait une société où on aurait beaucoup plus d'échanges au sein des territoires, où on mangerait bien, on serait du coup en meilleure santé, où on préserverait justement la ressource en eau, où il n'y aurait plus de pesticides dans le gras des baleines, où on changerait complètement notre façon d'interagir et, dans une société qui ne serait plus du tout... et pour moi, c'est plus des symptômes, ça. Là, je parlais plus des causes. Les symptômes, aujourd'hui, c'est notre société hyper financiarisée et où la fuite en avant technologique est tout le temps présente. Donc ça, c'est les deux conséquences. Il faudrait que ces deux points-là n'existent plus et qu'on soit revenu dans une vie plus ancrée sur les territoires avec plus de démocratie directe. Et changer de société, ça peut être hyper enthousiasmant en plus. Mais bien sûr, bien sûr. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je trouve que c'est pas simple parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ce décalage. On parle beaucoup d'écologie, mais il n'y a pas assez de changements concrets. Mais bien sûr, et vous, sur les territoires, j'ai été lors de mes enquêtes aussi à La Rochelle, etc. Il y a beaucoup de gens qui agissent sur les territoires et tout ce dont on vient parler, c'est déjà mis en place par des personnes un peu partout en France et dans le monde, en fait. Et toutes ces initiatives restent à être appuyées et peut-être aussi à changer d'échelle. En fait, on essaie toujours de vouloir, donc ça veut dire justement de plus être ancré à l'échelle d'un territoire. Merci beaucoup, Juliette. Merci à vous.